Bonsoir à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous. Vous avez l'habitude de me voir dire votre rendez-vous hebdomadaire de 30 minutes sur l'Olympique de Marseille. Eh bien, aujourd'hui, vous en avez pour 1 heure. Voilà, double ration parce que nous avons les piliers habituels, Eric Dimeco et Florent Germain. Bonsoir. Salut, mais pourquoi alors 1 heure du coup alors? Parce que vous êtes accompagné de quelqu'un qui n'aime pas parler. Par quelqu'un qui n'aime pas parler, c'est ça? Avec un grand timide, j'espère que vous allez être sympathique. Ah ouais, c'est vrai, on va lui laisser un peu la parole. Bonsoir à tous, mais ça, c'est en train de parler que. Bon, il explique que je suis bavard. Pas du tout, pas du tout. Non, d'accord. Mais Roland Courbis, pour ceux qui ne le savent pas, ils sont quelques-uns sur Terre, qui a joué à l'Olympique de Marseille et qui a entraîné l'Olympique de Marseille, qui a donc toute légitimité pour nous. Tu es dans le groupe champion de France, toi, 72? Ouais, j'ai fait 3 ou 4 matchs seulement. Mais il paraît que des fois, sans même faire 1 minute, tu es champion du monde. Je peux être champion de France. Mais non, mais quand tu as fait un match pour un titre, un championnat, tu es champion de France. Plaisanterie mise à part, je vais te dire un truc, on en parlait aujourd'hui. Je fais la demi-finale de la Coupe quand il y a cette année du doublé. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir gagné la Coupe. Je n'ai pas fait la Non, la Coupe, finale. C'est pas pareil. Mais le championnat, tu fais un match, tu es champion. Le championnat, je fais 3 matchs, dont le match du Sacre, quand on reçoit à Monaco. Il faut gagner, mais il y a encore 2 matchs derrière. Hein. Et on gagne 4-2 au stade Vélodrome. Évidemment que je suis content avec tout le monde, mais je n'ai pas l'impression d'être champion de France. Tu l'es dans les tablettes. Moi aussi, je suis champion en PHB avec Mazargues. On a tous été champions ici. Maintenant, on va lancer... si, aussi, il faut aussi, non? Si, ouais. Voilà. Champion MPG là sur RMC cette semaine. Bravo à toi pour cela. On va lancer cette émission, messieurs, où on va revenir évidemment sur la contre-performance de l'Olympique de Marseille qui a fait nul à 3 alors qu'elle tenait sa victoire, cette équipe de l'OM. On va également évoquer les cas Milik, Sampaoli, Longoria et on finira bien sûr avec la page multisport de la rédaction. Virage Marseille, c'est maintenant. Je vous le disais, l'Olympique de Marseille ne s'est pas imposé sur la pelouse de 3 alors qu'il y avait 1-0 jusque dans les dernières minutes. Mais voilà, à force de ne pas jouer en seconde période, l'OM s'est fait punir. Eric, on se dit quoi quand il y a l'égalisation? On se dit ce qui devait arriver arriva? Ah ouais, pour moi c'était presque inéluctable. Et puis tu es gentil parce que sur la première mi-temps, à moins qu'on n'ait pas vu la même, mais s'il n'y a pas ce penalty, il a beaucoup travaillé le gardien adverse. Non, pas beaucoup. Il fait 2 interventions que justement on se pose la question en disant qu'il ne peut pas la bloquer et qu'il la dégage au voilà. Point, voilà, mais ce n'est pas des occasions quand même. Voilà. Donc si tu veux, on arrive à la mi-temps avec cette avance au score qui est bienvenue mais bien payée aussi. Mais en deuxième mi-temps, tu le vois arriver, quoi, parce que tu sens qu'eux, tout en étant moyen, l'OM laisse prise à l'espoir des Troyens. Donc c'est presque, je l'ai presque vu arriver cette égalisation. Je sais pas vous comment vous l'avez ressenti, mais moi je la vois. Je me dis c'est pas possible en jouant comme ça, il va nous arriver une embrouille. Vous savez, sur ce plateau, il y a une semaine, j'avais un journaliste chevronné qui m'a dit, vous savez, il faut qu'on revienne au schéma de Sampaoli, il faut qu'on revienne à ces préceptes. Il était vraiment chevronné du coup? Écoute, je sais pas, il va nous dire. En tout cas, il y est revenu. Il y est revenu, mais on n'a pas le jeu. Florent, quand tu vois ce match hier, est-ce que tu n'as pas l'impression de te dire on a les inconvénients du schéma de jeu de Sampaoli et les inconvénients du réalisme, j'ai envie de dire. D'ailleurs, après l'émission, on a posé la question, j'ai posé la question à Sampaoli en conférence de presse mercredi, veille de match. Et je sais que c'est une discussion qui est aussi revenue entre Pablo Longoria et Rodriguez Sampaoli. En gros, à l'OM, c'était pas un avis que je donnais, c'était plutôt une info comme quoi il y avait ce débat en interne de dire mais attendez, on avait fait un match solide à Lens, l'OM avec ce système-là, on en a parlé, avec Rongier, faux latéral droit, etc., on va pas y revenir. Et du coup, c'est vrai que depuis jeudi, le match à Karabakh et ce match contre 3, on est revenu à ce système-là. Après, on est revenu du coup à un OM qui depuis, je sais pas... depuis le début de l'année 2022, crée assez peu de spectacles. Offensivement, on s'ennuie. Alors, l'avantage, c'est que parfois, ça a été solide. Là, comme le dit Eric, on sent quand même venir que ça peut craquer. On est d'accord, en fait, ça dit comme moi. Moi, franchement, honnêtement, je me suis dit Marseille va gagner 1-0, mais on s'est ennuyé tout le match. Ouais, mais ça, parce que Paolo Lopez, il n'a pas été non plus trop en danger. Non, mais je sais pas, à force de reculer, de ne pas jouer, tu sais qu'il peut arriver l'accident. Ça leur pendonnait, voilà. Ouais, voilà. Ça leur pendonnait, je te dis pas que je l'ai vu arriver.
Mais c'est le risque. Et par contre, franchement, c'est un point d'interrogation. Coach, l'avis de Roland sera aussi intéressant parce qu'on en parle beaucoup à l'antenne, à la radio. Mais comment, tout d'un coup, on a un système qui fonctionnait, des hommes qui plutôt avaient cette capacité à créer le danger, puis tout d'un coup, il ne se passe plus grand-chose. C'est vrai que Roland, c'est le bon témoin pour ça, parce qu'un coach qui prend un milieu de terrain et le fait jouer latéral, moi j'ai déjà vu ça à l'OM avec Roland Courbis, c'était Peter Luxin sur certains matchs. Oui, mais même la possibilité même de changer des joueurs de poste. Je me rappelle à Bordeaux avoir fait passer Pavon, qui était un milieu offensif, en numéro 6 devant la défense, et ça a peut-être changé sa carrière. J'avais Grenet, qui était un numéro 10 moyen et qui est devenu un très bon arrière droit. Tu n'as pas fait jouer Lisa Ailier droit? Ouais, une fois. Ah ben non, gauche. À gauche, pardon. En le faisant je croyais que tu nous avais fait une Sampaoli là. Tu sais, c'était... Non, à gauche. Lisa, pour moi, c'était... c'est un ailier gauche au départ. Le piston d'une organisation à 3 arrières centraux. Il était ailier gauche au départ. Mais en ce qui concerne ce débat, là, vous m'avez présenté comme un bavard. Je ne suis pas seulement bavard, je suis aussi un petit peu têtu. Et quand on me parle de 3... Ben, je rajoute en premier, avant de rentrer dans les détails, que 3, c'est la plus mauvaise équipe en ce moment de notre Ligue 1. Et ensuite, je reviens 15 jours en arrière et je ne vais pas oublier un match à Metz. Je ne vais pas oublier une défaite contre Clermont et je ne vais pas parler de 3 sans parler de Clermont et de Metz. Donc ça, c'est 3 équipes qui vont jouer, si tout va bien, le maintien et on n'est pas sûr qu'ils vont se maintenir. Et quand je regarde le bilan de l'OM, le bilan il est inquiétant. Et quand je dis que je suis têtu, tant qu'on ne sifflera pas la 38e journée, vous m'entendrez dire que la défaite contre Clermont, elle se construit 3 jours avant contre l'équipe de Karabakh. Le match nul, qui est une défaite pour moi à 3, elle se construit contre Karabakh. Vous savez ce que je pense de cette coupe conférence. Je ne fais pas de jeu de mots ni avec Con ni avec Ferrance, mais je ne sais pas quand même qui c'est Ferrance. Donc, et ensuite, j'attends avec impatience. C'est vrai que là, il n'y a plus le voyage contre Bâle. Il est tellement facile le jeu de mots, je ne vais pas parler du trou. Donc, mais en ce qui concerne Bâle, on va voir le calendrier. Je rassure l'OM et ses supporters que je suis moins inquiet contre Monaco le prochain match, parce que Monaco aura joué dans la semaine contre Nantes pendant que l'OM sera tranquillement devant la télé en soufflant un petit peu, ce qui n'est pas arrivé depuis pas mal de temps. Et coïncidence qui pour moi n'en est pas une, nous avons quand même une personne qui est très importante qu'on appelle coach, qui, quand il y a les matchs tous les 3 jours, il est moins bien inspiré que quand il y a les matchs tous les 8 jours. Vous parlez, messieurs, juste de Sampaoli, et Roland nous explique qu'il y a ce match de Karabakh. C'était aussi l'explication de Sampaoli après le match, qui a vraiment dit que son équipe n'a pas mis de rythme, parce qu'il y avait aussi ce match-là. On va l'écouter, le coach de l'Olympique de Marseille à ce propos. Je pense qu'on a bien contrôlé le match, mais on a eu des difficultés à la fin et cela a abouti au partage des points. C'était difficile pour nous de jouer après ce long voyage en Azerbaïdjan. Laisser autant le ballon à 3, ce n'était pas volontaire. Cette semaine, nous allons pouvoir nous reposer et travailler sur ce point. Et visiblement pas un ami au cadrage de Sampaoli. Ouais, mais... Non, mais c'est intéressant. Le résultat de ce week-end, il faut le voir à partir des 3 derniers résultats. Parce qu'on avait pointé cette succession de matchs. C'est-à-dire, quand tu vas à Metz, tu vas à Clermont, ça doit faire 9 points. Au pire, allez, embrouille 7 points. Okay, voilà. Et quand tu les regardes, ces matchs-là, tu en as 4, mais 4 parce que... on a fait le débat sur l'entrée de... Oui, je vois où tu vas me dire ça va être la faute de Milik parce qu'il n'a pas fait son ciseau contre 3. Mais c'est surtout que, rappelez-vous, on a fait le débat parce qu'on se demande pourquoi il rentre si tard contre Metz. Parce qu'on a l'impression qu'il ne veut pas le faire rentrer contre Metz. Et là, que presque il a peur de se déjuger de le faire rentrer contre Metz. Tu vois, on va voir la composition déjà de départ. Et il m'amène une question, parce que si... On part, Florent, sur les propos que nous a donné Roland sur la fatigue de la Coupe d'Europe. Pourquoi faire voyager certains joueurs en semaine? Si c'est Milik pour le faire rentrer 10 minutes, autant le laisser et l'amener directement à 3. Il y a des joueurs qu'on laisse de côté ou qu'on fait jouer que 10 minutes. Je pense à Bakambu qui joue à Karabakh et qui ne joue pas hier. Voilà, il y a pas mal de joueurs, on les voit. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité à ce moment-là de faire 2 équipes, clairement?
Ah oui, mais ça voudrait dire que Sampaoli, il annoncerait son choix de compo, on va dire dès le mardi, parce qu'ils sont partis le mardi pour le match le jeudi, et ça, il ne le fait jamais. Donc on a même vu parfois des joueurs, c'est le cas de Gerson. Gerson, il était amoindri, il s'est entraîné à part en marge du groupe le mercredi. Tant qu'à faire, il aurait très bien le pu rester déplacement. au chaud, effectivement. Bon, ça, c'est un choix du staff. C'est vrai que la question est bonne, mais on n'a pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi. Certains joueurs accumulent de la fatigue dans les voyages, alors qu'au final, on sait qu'ils ne vont pas jouer. C'était le cas, je pense, pour Gerson, c'était sûr et certain, ou presque. Donc, c'est une question. Après, c'est vrai qu'il y a assez peu de rotation. Assez peu de rotation. On peut être surpris de ça. Mais, enfin, on peut être surpris parce qu'il y a eu ce voyage. Mais je veux dire, je suis désolé. Sampaoli, depuis le début de saison, il fait assez peu tourner. Il y a une bonne poignée de joueurs qui a compris qu'ils n'entraient pas trop dans les plans de Sampaoli, c'est pas nouveau. Puis il y a certains changements, quand tu es joueur, tu es vachement content. Tu vois, je me mets à la place de Kolasinac, là, qui rentre à la 87e minute. Là, tu as envie de faire un saut périlleux tellement que tu es content. Mais quand on est... Alors, moi, pareil, j'ai connu à l'OM un coach qui arrivait à dire à des joueurs, là, tu joues une mi-temps, mais le match prochain, tu joues pas, parce qu'après, tu joueras 90 minutes. Est-ce que c'est pas un exploit, ça. C'est pour moi le boulot d'un coach. Donc, quand, par exemple, tu as en plus de ça la possibilité, dans cette époque que nous vivons, que je n'ai pas connue, je te dirais malheureusement, la possibilité de faire 5 changements. Tu t'imagines ce que ça change? Une moitié d'équipe. Ben oui, 5 changements de joueurs de champ, c'est la moitié de ton équipe. Donc, tu peux, peut-être pas pour 5 joueurs, mais à faire ce que j'appelais, moi, les 60-30, dire à un joueur, tu joues pour les 60 minutes, et quel que soit le résultat, toi, tu le remplaces et tu commences à te chauffer un petit peu avant la première mi-temps, et celui qui joue 60 minutes, il ne va pas s'économiser une seconde, parce qu'il sait que son match à lui, il n'est pas de 93 minutes, il est de 60 minutes. Donc ça change beaucoup de choses. Et je ne pense pas que c'est un exploit de ma part de pouvoir dire ça. Mais c'est bien, messieurs, juste, je vous coupe parce que ce changement qu'on regarde tous, on le sait, c'est Arkadiusz Milik. On en parle tout de suite après la pause. Nous sommes de retour sur le plateau de Virage Marseille pour évoquer donc cette contre-performance de l'OM à 3, cette mauvaise passe actuelle et forcément le cas Arkadiusz Milik, Eric, qui a été le troisième changement. Wow, quand on voit, même si c'est un autre poste ou quoi que ce soit, mais quand on est sur le banc et qu'on voit Luis Enrique, rien de personnel contre Luis Enrique, mais il n'est même pas inscrit dans les listes européennes. Il n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Quand on voit Luis Enrique rentrer avant soi, mentalement, ça gamberge, non? Alors, j'ai l'impression de faire ce débat toutes les semaines. Mais finalement, non, mais j'ai compris, là, ce week-end, j'ai compris, parce que dans la hiérarchie, quand tu as Sadio Mané, Vinicius Junior et Pulisic, Milik, il peut passer après, quoi. Et c'est pour ça que du coup, je comprends tout. Et non, mais c'est vrai, quand c'est normal. Il passe quand même après des joueurs comme ça, quoi. Malheureusement, c'est pas Sadio Mané, ni Pulisic, ni Vinicius Junior qu'on a, quoi. C'est ça qui me, j'arrive même plus, le cas Milik me contrarie, parce que je pense qu'il peut nous aider à atteindre les objectifs. On a fait le débat, ou non peut-être, parce que du coup c'était dans la semaine de l'énervement de Milik, quand on le sort qu'il a mis 2 buts, ou un attaquant. Alors je sais pas comment Roland aurait géré le truc, parce que je crois qu'il est pas d'accord avec moi sur ce coup-là, mais moi je pense qu'un attaquant qui joue pas tous les matchs, qui est pas gavé de minutes, qui est pas fatigué, quand il a mis 2 buts, tu le laisses pour qu'il en mette un troisième, parce que tu sais que ça va faire du bien à lui et aux autres. Roland n'est pas d'accord avec moi. C'est pas que je suis pas d'accord, ça dépend de ce qui lui a été dit. Si par exemple, donc avec ma vision des choses, qui n'est pas obligatoirement la bonne, mais qui est la mienne, et je l'explique. Si tu as dit à Milik, quel que soit le nombre de buts que tu as marqué ou pas marqué ou manqué, tu joues 60 minutes parce que je pense qu'il lui a pas dit, vu l'état dans lequel il était. Mais si tu lui dis rien, eh bien évidemment qu'il a les boules. Mais on touche à un truc qui est important, parce que Roland, lui, il était beaucoup plus dans la psychologie. Alors, oui, puis dans la discussion. Dans la discussion, la gestion humaine. C'est-à-dire que souvent, il racontait, ou même des joueurs racontaient, Roland, qu'ils entraient dans ton bureau énervés de ne pas jouer, ils ressortaient, ils étaient heureux d'être remplaçants. Parce que le coach, il a cette capacité à expliquer les choses. Et je pense que Sampaoli, il est pas dans la psychologie, c'est pas son truc. Donc, tu poses la question, mais la réponse est claire. Il n'avait rien dit à Milik.
En plus, il fait ses compos au feeling. Des fois, il fait très peu de changements. Et donc, Milik, il a été ce jour-là assez vexé. Ouais, mais je pense que tu le perds, alors que pour moi, tu en auras besoin quand on voit les problèmes offensifs qu'on a, la stérilité offensive. Alors, j'aurais dû vous le demander avant, mais depuis le début de l'année, c'est son ratio de buts par rapport au nombre de buts de l'OM, c'est quoi? C'est 4%, c'est 40%, c'est quoi? Il est très très 16 élevé buts parce cette que saison, il est. Non, mais même sur les depuis le début de l'année. il a un but tous les 110 minutes. Enfin, il a un ratio. Non, très, mais par très rapport élevé. au but de l'OM, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, je pense qu'il a mis, depuis le 1er janvier, il a dû mettre la moitié des buts de l'OM. Je dis peut-être une vérité. Les supporters vont vérifier. Et il a mis des buts importants. Montpellier, rappelons-nous comment ça se passe aussi. Le fameux à Metz, Angers, etc., etc. Donc, c'est pour ça que tu veux le perdre, il a mis tu plus veux de le la moitié contrarier. des buts depuis le début de l'année 2020. On va voir. Voilà, Moi, on c'est est le d'accord. jeu. Donc, je ne comprends pas quand tu vas à 3 que tu dois gagner et imposer ton Surtout jeu. qu'il a Comment pas il n'est joué pas dans là la sur le semaine. dé? Et alors, encore pire, comment c'est pas lui qui rentre en premier? Ça, c'est un mystère du football pour moi. Coach, je me souviens, et on a évoqué qu'un Florian Maurice, par exemple, qui était un super attaquant, attention, Ah bah Florian oui. Maurice, il a été bien géré sur la saison, enfin peut-être même trop géré, Oui, parce qu'il était sorti, lui, justement, en plus, à l'heure de jeu. c'était pas Tarzan, hein, Il comme avait pas Zlatan. joueur. Ah. Il n'avait jamais l'occasion. Mais là, la gestion du cas Milik, et il y a une question un peu en suspens, c'est de se dire qu'il y a une interdiction FIFA de recrutement qui peut tomber et qui plane sur la tête de l'OM avec le recrutement de Pape Gueye. S'il y a un Milik qui, à la fin, dit bah, « Merci, messieurs, mais moi, si c'est pour être sur le banc la plupart du temps, au revoir, je retourne en Italie, je retourne à l'Ajax », comment ça se gère, ça? Est-ce que c'est là où on doit penser déjà à juin prochain ou pas? Déjà, avant de parler à... Oui, évidemment, on le sait, gouverner, c'est prévoir. C'est pas moi qui ai inventé ces dictons. Et on a quand même quelqu'un de très compétent avec Longoria qui sait très bien ce qu'il faut faire et aussi ne pas faire. Mais en ce qui concerne Milik, il faudrait quand même que l'on soit au courant de la vision de Sampaoli en lui disant... nous avons un problème Milik, coach. Et normalement, Milik, c'est pas un problème pour un coach, c'est une solution. Alors après, que Milik soit dans l'idée du coach comme un plan, le plan A ou le plan B, d'accord, mais pas le plan C, et pas ce qui veut dire le plan 0. Sur les 2 derniers matchs, Milik ne peut pas et ne doit pas, que ça lui plaise ou non à Sampaoli, ne doit pas jouer que 13 minutes avec l'efficacité qu'il a pu avoir sur les matchs d'avant, Angers, Metz et Montpellier. C'est tout simplement impensable, impossible et interdit. Et en plus de ça, je suis persuadé, même si j'ai aucun écho, que ça ne touche pas que Milik dans le vestiaire. Parce qu'on se met, quand on est joueur de l'OM, à la place de Milik et on ne comprend pas. Quand on est attaquant à l'OM et qu'on voit rentrer Enrique et pas Milik dans le dernier match, et en plus, on dirait que ça te punit ta connerie d'avoir cette égalisation à la fin, on ne peut pas l'accepter. Et l'atmosphère de ce vestiaire, il faut être très prudent parce que ça peut être la cause d'une fin de championnat en ne terminant même pas dans les 3 premiers. Cette possibilité n'est pas encore, malheureusement, impossible. Elle est possible, il faut faire gaffe. Et d'ailleurs, Laurent, juste un mot. tu as dit quelque chose là-dessus la semaine dernière, tu nous as expliqué. On a beaucoup parlé de cette déclaration de Dimitri Payet qui a dit qu'il faut dégonfler certaines têtes après. Est-ce que tu penses que ça n'a pas fait du tort à Milik dans le sens où Sampaoli s'est dit, par rapport à ce que dit le coach, que peut-être que pas tout le vestiaire est fan de cette organisation avec Milik. Après, non, mais il y a une phrase forte samedi. Je ne sais pas si elle est passée inaperçue ou pas, mais pour moi, c'est la phrase qui explique tout, qui explique beaucoup de choses. Et dit pour lui, il a Payet dit, est pour numéro moi, 9. Dimitri Payet est meilleur en numéro 9. Pour moi, c'est la phrase qui résume tout, puisque dans son système, il ne met qu'un attaquant. Il est meilleur en numéro 9 pour son poste à lui, ou il est meilleur en numéro 9 que Milik en numéro 9? Non, il n'a pas dit qu'il était meilleur que Milik en numéro Voilà, 9. Il a dit, je il- pense que Payet aujourd'hui, 35 ans, n'a plus les jambes pour être sur le côté. Dans mon système, il est bon numéro 9, il est meilleur numéro 9. Et hier, on est d'accord qu'on ne l'a pas vu? Alors, ce qui est très paradoxal, c'est En que du numéro coup, 9. il est aligné à 3 sur le papier en 9, mais en fait, il est beaucoup sur le Jamais. côté, il Et dézonne 9 énormément. fois sur 10, il est à gauche. Visiblement. Et où il revient Ouais, mais- en plus beaucoup. Visiblement, c'est Le ce que coach recherche Sampaoli. Il a cru à un problème de téléviseur. Pour l'anecdote, il m'a Ouais, dit, j'ai dit, écoute, c'est là, il va falloir que je Non, mais change l'appareil. Non, mais c'est- Et pour moi, c'est une phrase Payet, il est à gauche. qui explique beaucoup de choses et qui répond presque à ta question, à savoir qu'il n'y a qu'un seul attaquant avec Sampaoli. Bah, il n'a pas trouvé la solution pour les faire fonctionner ensemble.
Je pense donc, ça deviner veut pourquoi. dire- Je pense deviner pourquoi. Bah, dis-nous. Je pense que s'il fait venir Tagliafico, Mhm. il change totalement de système. En fait, Sampaoli n'a pas du tout confiance en ses latéraux cette saison. Vous pouvez, C'est vous pouvez me le dire dans tous les sens. latéraux qui ne sont pas des latéraux, Il a finalement. fait venir Kolasinac. Enfin, Parce que c'est C'est lui. pas lui. il y a Il des le moitiés, dit il y a des d'ailleurs, moitiés de, il y a des, il fait des bouts de match, mais il n'a pas confiance en lui. Paul Lirola, ça tourne pas rond en ce moment. Je pense que s'il a des latéraux très forts, comme l'aurait été Donc Tagliafico sur avec le côté gauche, Tagliafico, il revient au système. il revient de à un fin de système saison comme dernière. l'année dernière, avec Milik en 9 et Sampaoli en 10. Avec Payet en 10 et Sampaoli en 9. Mais Et donc, ça- Et Milik en Donc 9. ça veut dire que le système qu'on a vu contre Angers avec Payet derrière 2 attaquants, on ne le verra plus. Écoute, OM Et dans Angers, ces 2 attaquants, il il y n'a a pas aimé Milik. OM Angers. Si, je pense qu'on le reverra peut-être de temps en temps à Donc domicile. il n'a pas aimé OM Angers. Non. D'accord. Mais Il n'a pas aimé OM Angers, donc c'est quand même paradoxal. Beaucoup de supporters ont aimé, mais lui, il n'a Et pas aimé. Il est on revenu n'a pas mis autant de buts ce soir-là que sur tout le début de la saison. Oui, Quasiment. mais D'accord. lui, il veut maîtriser son sujet. Il n'a pas supporté d'être mené. Mais je très comprends tôt. pas. Alors, pardon, je te pose des questions parce que tu es proche du groupe et que tu lui poses des questions, ce que nous, on ne fait pas. En début de saison, quand on parlait de ce jeu, rappelle-toi, on n'avait pas commencé les émissions, mais nous, à la radio, on les faisait, ces débats-là, où le propos, c'était de dire, waouh, cette année, on va prendre des buts, mais on va avoir du jeu et on va avoir des buts. Mais c'était quoi? Donc, on s'est fait un film? Non, c'est. Attention, hein, moi, je ne suis pas en train de donner mon avis. Non, c'est- J'essaye de. Et puis en parlant un petit peu avec ceux qui connaissent bien Sampaoli, il a apprivoisé un peu la Ligue 1, il a pris le temps de l'apprivoiser et il s'est dit, moi, si je veux faire le jeu et faire du spectacle dans cette Ligue 1, je vais me faire punir. La Ligue 1 est un championnat dans lequel, en contre, on va se faire bouffer. Donc en fait, lui, il a pris cette leçon notamment à domicile contre Lens. Le match à Lille aussi lui a fait du mal. Et du coup, il est revenu à un système plus sécurisant pour lui. Donc il a complètement changé son fusil d'épaule quelque part au fil de certaines défaites qui l'ont marqué, notamment celle à domicile contre Lens. Donc depuis, vous avez vu, il y a ce système où on a l'impression que l'OM ronronne, fait pas le spectacle, mais n'est pas trop mis en danger au final. Sauf que de temps en temps, t'es pas à Et est-ce l'abri que, d'un... oui, mais d'un bon, but. moi, là où je suis pas d'accord avec cette philosophie, c'est que c'est pas ton système qui te solidifie, c'est la qualité de tes défenseurs, la qualité et l'intelligence de tes joueurs, quoi. C'est pas, tu vois, si on m'explique qu'en mettant 2 attaquants et Payet derrière, et ce qu'on a vu contre Angers, si tu changes certains joueurs et que tu mets des joueurs plus solides, si on m'explique que tu n'es pas solide dans ce dispositif-là, je comprends plus rien, quoi. Et c'est pas possible, coach, est-ce que c'est possible d'imaginer au terme d'équilibre? C'est très intéressant cette conférence de presse. Sampaoli expliquait que lorsqu'il faisait son 11, il pensait d'abord aux complémentarités, aux joueurs qui étaient capables d'occuper les positions défensives, et c'est en fonction de ces complémentarités qui cochaient ensuite les noms qui manquaient dans son 11. Est-ce que si on a dans la formation classique le 4-1-4-1 là, de Sampaoli, si on imagine Milik en pointe et Payet dans un rôle plus bas de milieu offensif comme peut l'être Gerson actuellement, ça sert à rien? C'est trop Disons que illusoire. je pense qu'il y en a un autre de dicton. C'était dans un dessin animé qui s'appelait Les Shadocks et les Gibis à l'époque où j'étais jeune. Belle C'était référence. pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais avec l'effectif de l'OM, qui c'est qui t'empêche de jouer dans un 4-2-3-1 et on va dire, parce que l'adversaire, il a deviné que l'OM il joue dans un 4-2-3-1 avec les joueurs qu'il y a dans l'effectif de l'OM, parce que j'ai pas l'impression qu'on se rend compte de l'effectif que peut avoir cette Olympique de Marseille. Eh bien, tu as un Milik, tu as un Bakambu, tu as un Dieng, tu as un Payet. Eh bien, il y a un Payet qui joue en retrait de Milik. Et après, tu fais changer, tu fais tourner. Là, je te dis, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Là, ensuite, Milik, eh bien, Milik, il démarre, il sort à la 60e minute, il rentre Dieng avec sa vélocité, Bakambu et tout. Je me mets à la place des adversaires, c'est pas simple du tout. Donc là, j'ai l'impression... Et tu connais la traditionnelle phrase, et j'espère que je me trompe, tu vois, donc, mais que je peux aussi ne pas me tromper. Mais là, nous avons eu un événement qui touche quand même indirectement l'Olympique de Marseille et qui touche, je vais plus loin, directement Sampaoli. Cet événement, il s'appelle Bielsa.
Je pense que Sampaoli est venu à l'Olympique de Marseille avec le complexe de Bielsa. Donc là, rassurons-le, faites une grande banderole, c'est toi qu'on aime et pas Bielsa, il va être content, il va plus nous faire des conneries. Eh bien, on en reparle de Sampaoli juste après la pause. Toute la partie lui sera consacrée. De retour sur le plateau de Virage Marseille, l'occasion pour moi de vous rappeler que cette émission est en partenariat avec le Phocéen et sa notation, bien sûr Eric, notation al dente après chaque match. On a fait une partie juste avant sur Milik, on a vite débordé sur Sampaoli parce que c'est ça qui est intéressant aussi. On le voit là sur les derniers matchs, on l'a dit, le compte n'y est pas, que ce soit en termes de résultats ou en termes de jeu. Coach, sur le plateau, nous a soulevé un lièvre très intéressant en agitant le spectre Bielsa. Est-ce que Sampaoli, est-ce qu'il peut inverser la tendance ? Est-ce que, c'est la question messieurs, est-ce que ça peut être quelqu'un, parce que Sampaoli, il n'est pas Bielsa pour le coup, et quelqu'un, il a un système, il n'en changera jamais. Sampaoli est plus pragmatique, il nous l'a prouvé avec déjà plusieurs schémas de jeu depuis le début de saison. Est-ce que, coach, Sampaoli, ça peut être quelqu'un qui se dit, bon, ma tactique là, elle ne marche plus, il faut que je me réinvente, il faut que je fasse un système, que je change un peu mon fusil d'épaule. Un système, je pense que j'ai passé toute ma vie, une partie de ma vie, pendant une trentaine d'années, à réfléchir, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je ne devais pas faire, qu'est-ce que je devais dire à mes joueurs, qu'est-ce que je ne vais pas dire, qu'est-ce que je dois penser de l'adversaire, machin, etc. Mais arrivé à un certain moment, quand tu as la chance d'avoir à chaque poste, je ne sais pas si on réalise, qu'à chaque poste, tu as au moins un bon joueur, si ce n'est pas 2 bons joueurs par poste à l'Olympique de Marseille. Tu mets en place une organisation. Tiens, je te donne l'organisation ABC, qu'on peut appeler ça comme ça, de Christophe Galtier, qui joue avec son Nice, là, comme il jouait avec son Lille. Et les adversaires, ils sont quand même au courant de ce que faisait Lille la saison dernière, avec 2-3 changements, un petit peu plus vif à droite, après un peu plus gauche. Tu changeais les joueurs sans changer d'organisation. Mais en changeant le profil des joueurs, tu la changes, ton organisation, qui va être peut-être un peu plus avec un gars qui joue mieux de tourner un but, un qui va en profondeur. Donc là, les complications de Sampaoli, mais c'est lui-même qui se complique à lui-même. Donc explique à un Lirola qui joue au couloir droit, qui monte de temps en temps et qui a besoin de certains centres, parce que nous avons quand même des joueurs comme Bakambu, comme Dieng, comme Milik, capables de les recevoir. Et tu penses que l'adversaire, il va faire quoi ? Il va arriver à t'empêcher de jouer, parce qu'il pense, Sampaoli, que chaque fois en inventant des choses, il va tromper son adversaire, mais c'est ses joueurs à lui qui trompent. Donc quand tu as des joueurs qui se disent, oh, putain, pourvu qu'ils ne me demandent pas de jouer en même temps, ici et ici, c'est-à-dire à 3 postes, et qui font des prières. Donc, essayons quand même d'expliquer aux joueurs, quand je regarde ce que fait Rongier, quand je regarde ce que fait mon joueur préféré qui s'appelle Camara, et je dis, mais c'est pas facile d'être joueur, là, même quand on est un bon joueur. Et quand je m'imagine que ça a l'air d'un gentil petit, là, comment il s'appelle, côté gauche, qui rentre sans arrêt. Non, Luis Enrique. Enrique. Oui, Luis Enrique, pardon. Je m'imagine 7 à 8 de ses coéquipiers qui le regardent rentrer sans savoir et tout. Et un gars comme Harit, on ne se met même pas à la place d'un Harit quand il voit le nombre de fois qui est utilisé Enrique en étant mauvais pratiquement à chaque fois. Eh bien, cet Enrique, je pense qu'on va le prêter à Auxerre, traditionnel, avec toute la sympathie que nous avons et le respect que nous avons pour Auxerre. Bon, évidemment, on va pas l'oublier. Ça brouille quand même. Voilà, donc. Et ensuite, eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il fait en 2e division dans une équipe qui joue la montée. Et après, on lui parlera de l'OM, l'Olympique de Marseille. C'est pas fait pour ce joueur-là pour le moment. Et que Harit, avec ses envies de peut-être trop en faire, mais au moins tu sens quand même un talent footballistique, quelque chose d'intéressant. Et là, j'essaie de comprendre. Et une de mes, je dirais pas de mes qualités, une de mes habitudes, c'est de me mettre à la place des gens. J'essaie de me mettre à la place de Sampaoli, j'y arrive pas.
j'essaie de me mettre à la place des joueurs de l'OM par moment, j'y arrive pas non plus. Donc c'est peut-être soit je suis un imbécile, et si des fois je ne suis pas considéré comme un imbécile, eh bien, inquiétons-nous pour les matchs à venir, et en s'inquiétant et en faisant les choses simples, eh bien, qu'est-ce que c'est le prochain adversaire de l'OM, Monaco? Eh bien, je plains Monaco, ça va être très compliqué pour Monaco. Ce qu'il faut comprendre quand Roland dit ça, c'est que un vestiaire, c'est une masse vivante, quoi. Et en effet, dans un vestiaire, quand il y a une composition d'équipe qui sort, tu regardes qui joue. Quand il y a des changements, tu regardes qui joue. Tu te compares à l'entraînement, tu as concurrence avec les autres sur certains postes. On a tous été dans ce cas-là à un moment donné, même si des fois tu as concurrence, c'est toi qui joues, l'autre te regarde, mais tu sais que ton concurrent derrière, il va te grignoter, et quand tu te passes devant... Et là, c'est vrai que quand tu vois certaines compositions d'équipe, là où Roland a raison, c'est que ça peut toucher même le reste du vestiaire, parce qu'il y a des incompréhensions dans un vestiaire, des fois. Il y a des incompréhensions. Les grands joueurs à l'entraînement, tu vois des monstres. Moi, ça m'est arrivé de voir des joueurs, ce que j'appelais des joueurs d'entraînement. Ils cassaient tout à l'entraînement. À un match, ils ne faisaient plus rien et tout. Et quand le coach il te le mettait en titulaire, tu regardais, tu disais, c'est pas possible. Et tu as le contraire aussi. Oui, tu as le joueur, ceux qui sont toujours bons à match, qui sont à l'entraînement, ils gèrent parce qu'ils se connaissent. Après, moi, on a une chance malgré tout. C'est quand on regarde le niveau général de cette Ligue 1 en ce moment, et quand on regarde le niveau des adversaires, soi-disant directs de l'OM. Parce qu'en début de saison, quand on commence la saison, on regarde qui comme équipe? On regarde Monaco. Lyon, Monaco, Lille, champion de titre, malgré tout, tu es obligé de le regarder. Et on regarde Nice parce qu'on sait qu'ils prennent Christophe Galtier, ils ont un recrutement judicieux, ils ont des moyens. Ils n'ont pas la Coupe d'Europe. Ils ont des moyens, ils n'ont pas la Coupe d'Europe, tu dis, eux, ils peuvent faire mal. À l'arrivée... À Lyon, il faut une saison catastrophique. Monaco, je crois que c'est encore pire, on n'en parle pas. C'est terrible pour eux parce que c'est. Merci à eux d'avoir viré Kovac en décembre. Lille, ils ont la tête à la Ligue des Champions, ils ont perdu Galtier, ils ont perdu le gardien. Oui, voilà, à l'arrivée, tu as Nice. C'est pas génial quand on regarde Nice. Et la surprise traditionnelle, comme chaque année qu'il y en a une, mais là, cette année, c'est Strasbourg. Oui, mais tu te dis, ils vont pas tenir. Mais il n'empêche que. On a connu des saisons comme ça. Moi, j'ai connu une saison avec Troussier, on est deuxième, à la fin, on est cinquième. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que malgré toutes les incompréhensions qu'on peut avoir et malgré toutes les excuses que peuvent avoir les joueurs et le coach, l'accumulation des matchs, cette Coupe d'Europe qui est toujours mal placée le jeudi, ok. Et bien malgré tout, tu es là, quoi. Tu es toujours là. Et le problème, c'est que les supporters, il y en a une majorité qui te disent mais on est deuxième. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette deuxième place, elle est un petit peu en trompe-l'œil. Et là, il arrive des avions. Là. Ah, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et comment on les gère, ça, justement, ces avions? Non, mais moi, ce qui m'embête, pour revenir à ce que disait aussi Roland, c'est que les Harit, les Alvaro, etc., il y avait des fenêtres par moment pour les relancer. Et je pense que dans une fin de saison, c'est quand même important dans le sprint final que tout le monde soit concerné, et je crois que ce n'est pas le cas. Et sur Sampaoli, vous allez peut-être dire que c'est de la vision du journaliste, etc., mais moi, je prête quand même beaucoup attention à la manière dont un coach analyse les rencontres, est-ce qu'il est lucide, est-ce qu'il est un peu fatigué, etc. Aïe. Là, je trouve, depuis quelques matchs, je veux dire, Sampaoli ne peut pas dire dimanche que l'OM a maîtrisé son match et qu'en gros, par malchance, ils ont pris un but. Ouais. Il ne peut pas dire, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, notamment cette semaine à Bakou, oui, mais les supporters à Marseille ou les journalistes, vous regardez maintenant que le résultat et vous faites vos critiques et vos analyses qu'en fonction des résultats. C'est totalement faux. Il a dit à Marseille ou il a dit dans le football? Je crois qu'à un moment donné, il a dit peut-être à Marseille. Il y avait une déclaration aussi sur le bar il n'y a pas longtemps où on ne voit pas la même chose quand on voit un match au bar. C'est assez dédaigneux. Déjà, c'est faux. C'est faux. Parce que, regarde, il y a eu beaucoup d'analyses ou de débats après OM Angers alors que l'OM a gagné. On a été capable de dire, alors que l'OM était éliminé de la Ligue Europa, que l'OM avait fait plutôt de bons matchs en Ligue Europa sans marquer de but. C'est vrai. Karabag, on a tous reconnu que malgré la victoire, c'était pas bon. Franchement, ils auraient gagné 1-0 hier. On n'aurait pas dit c'est bon, l'OM a gagné, c'est l'OM est de retour. Non, c'est pas le résultat qui conditionne les analyses, c'est le jeu d'abord, un petit peu les résultats pour être rassurant, mais comme le dit, attention. Là, il y a Monaco, Lyon, Paris qui arrivent. Dans ses propos, Nice aussi, non? Ouais, Nice. Ouais. On a le calendrier. Dans ses propos, il se trompe quand. Parce que s'il y a bien une ville où. Alors, en effet, on peut avoir des défauts de supporters, mais.
Le foot, il y en a qui... Ouais, les mecs connaissent le foot quand même, tu vois. D'où le débat qu'on a eu Alors avec après, Bielsa on quand peut être excessif, il a fait... on peut être excessif, on peut aimer quelqu'un, moins aimer, aimer un joueur, moins aimer, il n'y a pas de souci, ça, et c'est ce qui est bien dans le football. Mais voilà, enfin, quand, tu te rends compte combien de fois, moi je la pose cette question à un supporter de l'OM qui arrive quand on parle de fond de jeu et que on lui demande s'il préfère le titre de Didier Deschamps ou la saison avec Bielsa. Je te jure, si tu fais le sondage, il y a 1 sur 3 qui préfère l'année Bielsa. Ouais, peut-être plus. Après, ça dépend. Peut-être plus, oui, non, mais je c'est dis 1 vrai sur que- 3 pour pas faire, tu vois, voilà, c'est-à-dire bien un sûr. tiers des supporters marseillais qui te disent, je me suis plus régalé, quitte, il n'y avait pas de titre, mais je me suis plus régalé avec Bielsa que l'année de Deschamps où on est champion, on gagne 1-0 toute l'année. Alors, c'est plus loin. Voilà. Mais l'année. Excusez-moi, je rends justice. Voilà. L'année Courbis, si on la nomme comme ça, la fameuse année avec les maillots dorés, ça mérite aussi. Hein. On est presque à faire les deux parce qu'il n'y a pas de titre. Mais bon, finale européenne et deuxième place à la dernière journée. Et en termes de jeu, voilà, on parlait du compartiment offensif. Et Ravanelli, Titi Camara, Flo Maurice, Pires qui était meneur de jeu, Dugarry, bien sûr. Il y avait quand même du monde. Et je me souviens quand on en avait parlé, Eric, le parcours européen, tu disais que c'était un des plus beaux parcours au final aussi parce qu'il y avait du mérite au vu des équipes qui étaient sorties. Voilà, c'était juste une petite minute comme ça, hommage. Roland, tu as bien fait de venir, hein, le petit, tu as vu comme il te... C'est cadeau. Je ne parle pas de la fin sort- du match à Bologne parce que sinon on va le perdre notre J'ai rajeuni. Voilà, non, messieurs, voilà, j'avais juste besoin de vous dire ça. Est-ce que, donc, pour finir, est-ce que vous pensez que Sampaoli est capable de renverser la tendance? Est-ce que ça peut être aussi, Eric, de rentrer dans un vestiaire et de dire, OK les gars, on discute ensemble, des fois il y a une discussion, on a parlé des discussions entre joueurs. Là, j'ai l'impression que ce qui serait plus Moi, ce qui me- constructif, c'est coach-joueur. Je me dis, il est arrivé à changer. Autant Bielsa, on disait il est têtu, et il était capable il y avait des débats avec des joueurs, et il était capable d'être têtu au point d'aller dans le mur. Autant là, on a vu depuis le début de la saison qu'il a été capable de changer en analysant la Ligue 1, il a été capable de changer. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il va avoir l'éclair de lucidité pour ce sprint final dont je parlais la semaine dernière, ou de se dire, bon, ben là, il faut que je choisisse un dispositif et que je m'y tienne et que voilà, et celui qui marche le mieux et là où je mets mes joueurs dans les meilleures conditions. J'ai encore espoir, moi. Je vais être dur, peut-être. Enfin, dur. C'est pas sympa pour d'autres joueurs, mais je pense que la priorité de Sampaoli, c'est de régler le souci Milik. On ne peut pas accepter que Milik soit mis à la marge de cette équipe. Faut qu'il trouve, c'est son métier de coach, je suis désolé, de trouver le moyen de faire cohabiter Dimitri Payet et Arkadiusz Milik, quitte à pas endormir la nuit. À un moment donné, faut qu'il se pose non, mais les bonnes là, je questions. parle sous le contrôle de Roland. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord. Mais moi, si on me dit que Payet derrière Milik, c'est pas possible, il a montré l'an dernier pendant 3 bien mois. sûr, mais Vous vous je souvenez de sais, ce qu'on je disait sais. là, à la Bien fin de la sûr. saison dernière? La Je sais. complicité Milik-Payet, les deux, ils se trouvent pour les reprendre, deux, ils se trouvent les yeux fermés, de grands Et ce que joueurs. disait C'est pas la Romain peine tout d'être à l'heure truc. de pourquoi pas Payet qui vient parfois décrocher dans ce que fait Gerson actuellement, s'il veut absolument rester dans son système. Et Payet, pourquoi tu pas le mets autour des 18 mètres Mais- avec sa patte, Mais il il va faut te faire qu'il des trouve la trucs. solution. Et il a une Ça semaine. réglera beaucoup de tensions aussi. Il a une semaine pour la trouver la solution, puisque le prochain match, ça sera dimanche et la réception de l'AS Monaco à 20h45 sur Prime Video. On se quitte et on revient pour une dernière partie sur Pablo Longoria. De retour pour la dernière partie de cette émission, messieurs. Nous parlons dans ce Virage Marseille de Pablo Longoria. Voilà, ça arrive assez rarement parce que d'habitude, on se projette d'un match à l'autre, on joue tous les 3 jours. Là, on a un peu de temps jusqu'à la réception de Monaco. Donc, je veux vous entendre sur Pablo Longoria, sur la confiance que vous placez en lui, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il a fait un bon recrutement cet été. Voir si vous avez encore confiance en lui pour l'avenir, si vous le voyez décrocher toujours sur ce modèle des joueurs intéressants. Je vais vous mettre, une déclaration, un petit bout d'un entretien qu'il a accordé au Figaro la semaine dernière. Et plus que son soutien à Sampaoli, évidemment qu'un président soutient son entraîneur, je vais vous montrer un petit extrait de ce qu'il a dit. C'est très intéressant concernant son recrutement à l'avenir. Alors, ça ne va pas s'afficher, mais en gros, il explique qu'il veut recruter en fonction de l'entraîneur et des profils en fonction de l'idée de jeu de l'entraîneur. En gros, qu'on peut devenir un club avec une organisation de jeu et qu'on recrute en priorité cette organisation de jeu. Donc le handball, on va dire, pour les détracteurs. Mais que l'entraîneur ait une de jeu récurrente et tu vois,
Alors moi, la première question qui me vient en parlant de Pablo Longoria, a fait, rappelons-nous, l'an dernier, quand Jacques-Henri Hérault s'en va, qu'il arrive, l'actionnaire, on ne sait pas s'il va mettre des sous, on ne sait pas si on va perdre Camara sans pouvoir recruter, et à l'arrivée, on se rend compte qu'il y a 4 sous, et qu'avec les 4 sous, il fait un truc qui tient la route. Donc ça, on l'a mis en avant, on l'a souligné, on l'a fait... Il y a plus que 4 sous, hein, quand même. Oui, non, mais bon... Ça a aussi été un déclic pour Franck McCourt, les incidents de la commanderie, il a un peu plus lâché... Mais il n'empêche qu'on l'a salué, on continue de le saluer, il n'y a pas de souci. Et là, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est quand il regarde les matchs et quand il voit ce qui se passe sur le terrain, dans les compos, dans l'utilisation de certains joueurs, ça rejoint ce qu'a dit Roland ou Flo tout à l'heure, qu'est-ce qu'il peut dire à son entraîneur? Parce que c'est normal qu'il le soutienne. Mais est-ce qu'un président peut cautionner et ne peut pas rentrer en débat avec son entraîneur sur l'utilisation de Milik, par exemple? Que tu as fait les pieds et les mains pour le garder, que tu risques de perdre, qui a une certaine valeur. Rappelons-nous quand même qu'avant Milik, les avant-centres qu'on avait, s'il part, on peut se rattraper un Mitroglou bis, hein, tu vois, parce qu'il y a plus des Mitroglou quand tu tires les moyens de l'OM que des Milik. Hein. Rappelons-nous que c'est miracle quand il vient, on fait tous la chenille. Hein. Et pour qu'il reste à la fin de la saison dernière, on a fait plus que la chenille. Hein. C'est ça. Dario Benedetto. Voilà. Donc, tu vois, parce que lui, le coach, lui, il gère au jour le jour, mais à un moment donné, il doit avoir quand même une vision de l'intérêt du club. Et l'intérêt du club, pour moi, et l'intérêt de Pablo Longoria, c'est d'utiliser au mieux les joueurs qu'il a mis à sa disposition. Et notamment pour Milik, quoi, tu vois. Comment il... Mais d'ailleurs... on va voir le président de l'OM d'ici peu, normalement, avec RMC. Et c'est la question que je lui poserai. Parce que même s'il soutient son entraîneur, comment il... voilà, parce qu'il y a des choses qu'il doit voir. Je ne suis pas sûr que ça l'enchante, moi. Je ne suis pas sûr que ça l'enchante. Ça sera, je crois, un rendez-vous. Roten s'enflamme sur RMC. Coach, il y a 2 joueurs dont on les a évoqués tout à l'heure, Cédric Bakambu et Seth Kolasinac, qui ont été recrutés au mercato d'hiver, des recrues estampillées Longoria. C'est lui qui va aller chercher. Alors là, c'était même plus, il y avait plus 4 sous. C'est des paris, il en on restait l'avait dit. 2,5. Il restait très peu, mais il a réussi à les faire venir. Et l'entraîneur ne les fait pas jouer. On a vu que Bakambu est le premier à sortir sur l'aller et le retour Karabag. Et le dimanche en championnat, il ne joue pas. Quand on est le premier à sortir, on se dit on est préservé pour le dimanche. Lui, il était préservé pour le banc de touche. Comment on gère ça? Est-ce qu'on se dit, avec un œil de coach et un passé dans beaucoup de clubs de Ligue 1, on se dit, ça sent pas bon si les recrues du président, elles ne sont pas utilisées ou pas du tout? Non, je pense qu'on va plus simplifier que ça. Dans le sens que chaque joueur a un problème, ou disons, et on va trouver la solution. Je donne un exemple. Milik, il y a 3 mois, c'est un Milik qu'il fallait utiliser avec prudence, qui relevait d'une blessure pour justement lui expliquer que petit à petit, on allait lui permettre de retrouver la forme. Ce qui a été le cas. Bakambu, en 15 jours, il ne peut pas retrouver le rythme de la compétition. On pense que ce joueur-là, et je trouvais une fois de plus Longoria très compétent pour récupérer Bakambu, mais pas lui en demander trop maintenant. Mais par contre, l'utiliser pour se servir des 4 mois qui restent, ou même pas 4, 3 et demi, d'être un joueur où on va pouvoir vérifier dans ces 3 mois-là qui peut être l'attaquant numéro 1 de la saison prochaine. Et si ce n'est pas le cas, ce sera un numéro 2. Il a quand même été récupéré sans montant du transfert puisqu'il était libre. Dieng, je crois qu'avec les progrès qu'il doit encore faire, ça peut être un joueur intéressant. On regardera ce qui se passe là, mars, avril, mai, et au mois de mai, on décidera. Mais regardons le présent. Le présent, c'est de se qualifier pour la Champions League. Même si on fait on a des problèmes à domicile. Je serais ironique en disant que c'est un exploit avec l'effectif de l'OM et le 12e homme que sont les supporters de l'OM dans ce stade qui résonne contrairement à mon époque où je l'avais appelé le courant d'air. Donc, et là, cette année, tu as normalement un public qui est 12e homme. Et tu perds 19 points à domicile avec l'effectif de cette année. Donc, mieux vaut tard que jamais. Hein. Essayons quand même de réfléchir que maintenant, il y a certaines obligations avec des matchs qui, peut-être, seront des matchs que te fera gagner ton public. Contre Lyon, contre Monaco, contre Nice, toutes des équipes qui vont arriver. Et là,
à chaque match, eh bien, on marque des points ou quoi. Mais ne faisons pas de Milik, par pitié, un problème, je le dis, je le répète, Milik, c'est une solution pour l'OM. C'est Sampaoli qui se fait un problème avec, mais justement... Quelle est la marche, Florent, et d'ailleurs, je pense, excuse-moi, de Longoria, vas-y. je pense qu'à domicile, il ne pourra pas se permettre de le laisser sur le banc comme il l'a fait à l'extérieur. Alors, quelle est la marche du président dans ces cas-là de Longoria par rapport à Sampaoli? Est-ce qu'il peut lui dire, écoute, on va par exemple rencontrer les groupes de supporters pour essayer de mobiliser comme ça avant les grosses attention, ils sont mobilisés, les supporters. L'ambiance au stade Vélodrome, personne ne gronde contre Sampaoli, que je sache. Peut-être qu'une rencontre entre Sampaoli et les groupes de supporters, ça peut permettre peut-être encore plus. Est-ce que mais là, il y a quelle pas est la marche de du président en fait dans ces moments-là? Est-ce qu'on peut dire à l'entraîneur, bon allez, il faut... Il le fait, mais il va jamais le dire. Il le fait. Déjà, il fait un gros travail un peu dans l'ombre parce que les joueurs, ils ont confiance en Pablo Longoria. Il y a 1 an et demi, Jacques Henriot, il était presque interdit de vestiaire parce que ça se passait mal, il y avait des tensions. Et en plus, certaines déclarations ne sont pas passées auprès des joueurs aussi. Certaines déclarations ne sont pas passées. Et puis, peut-être qu'il ne trouvait pas en lui un appui football. Là, franchement, je vous le dis, il y a certains joueurs qui parlent foot avec Longoria. Et Longoria parle foot avec Sampaoli. Donc, je pense qu'ils se disent les choses. Après, il ne va pas faire de l'interventionnisme non plus dans la compo. Mais, je veux dire, Pablo Longoria, il a eu un rôle avec Milik, avec Alvaro, avec... des joueurs qui sont un peu dans le dur, sûrement pour les rassurer, il fait le taf. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Pablo Longoria, en plus, c'est quelque chose qu'il aime. Il aime ce rapport avec les joueurs. Je pense qu'il... il aime parler foot, il a son idée. Il doit avoir son idée sur la meilleure équipe possible de l'OM, qu'il ne doit pas avoir tout le temps sur le terrain d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il est dans le débat. Sûrement qu'il n'est pas content. Après, vous avez vu comment il vit les matchs Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'empiète pas. Non. Il dit jamais un mot plus haut que l'autre sur la gestion de l'effectif et tout. Par contre, il ne doit pas passer moins que, tu vois, et il y a des choses qui doivent l'agacer, j'espère, quoi. Voilà, cette émission Virage Marseille touche à sa fin. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi. Merci, coach. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. De retrouver des connaissances. Flo Germain, c'est un compagnon de route sur... Et alors, compagnon de route, encore plus, Eric Dimeco. On n'a jamais été compagnon de route, mais ça a failli. Pour l'anecdote... J'ai essayé de le récupérer, il n'a pas voulu venir. C'est quoi, c'est Bordeaux après l'Euro 96 Après l'Euro 96, il veut me récupérer à Bordeaux et je sentais que j'étais en bout de course. Je lui avais dit, Roland, si je viens, je pense que ça va mal se passer parce que je ne vais pas beaucoup jouer et tu vas tomber la figure. Pas tout le monde lui a fait ça. On pense notamment à nos amis Laurent Paganelli et Laurent Rousset qui, eux, ont signé des gros contrats à Toulon et qui, après, se sont aperçus qu'ils pouvaient, pouvaient plus jouer. Strootman, il écoute moins l'émission. Kevin Strootman, on regarde BFM Marseille en Sardaigne. Voilà, sachez-le. C'est tout le bassin méditerranéen. Merci à tous donc de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un prochain Virage Marseille.